vous propose ici une présentation assez large de grands éléments qui sont liés à la politique nature, politique et législation sur la région bruxelloise. C'est un melting pot de présentations qui ont été réalisées notamment dans le cadre de différentes formations. Donc c'est un petit peu hétéroclite. Ça devrait vous permettre d'avoir une vue assez globale de tout ce qu'on est en train de proposer et de développer sur la région bruxelloise. Donc je vous invite à rédiger vos questions par écrit dans le chat, hein, comme l'a précisé Lisa. On repassera dessus en fin de présentation. Alors, un premier élément, c'est quel est l'état de la nature finalement en région Bruxelles-Capitale. Pour ce faire, on publie depuis quelques années un rapport sur l'état de la nature qui est complémentaire au rapport sur l'état de l'environnement et qui fait une analyse plus spécifique de toute une série de composantes qui sont liées à la biodiversité, la faune, la flore, le taux de végétalisation, la nature des habitats, etc. Donc on a un rapport 2022 qui a été actualisé assez récemment et qui a été mis en ligne sur notre site internet. Donc le rapport 2024 est disponible sur notre site internet, donc Renature Brussels dans le chapitre État de la nature. Là, vous avez toute une série de données. Alors je ne vais pas m'éterniser sur l'ensemble de ces informations parce que ce serait évidemment trop long, mais je propose quelques éléments de lecture qui vont guider le reste de la présentation. En particulier sur l'état de la faune, parce que c'est certainement un des enjeux qui est le moins maîtrisé, ou en tout cas le plus difficile à maîtriser en ville. On peut encore travailler assez facilement, entre guillemets, sur la gestion des espaces verts ou le taux de végétalisation, hein, même si on verra qu'il y a toute une série de freins. Autant la faune, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à appréhender. Alors, par exemple, on a un très bon suivi des populations d'oiseaux. Depuis 1992, on a un suivi par point d'écoute. On est une des régions avec le plus haut degré de précision des données en Europe, parce qu'on a ce suivi depuis très longtemps. Et on peut voir que on a quand même une série d'espèces qui sont en déclin ou en fort déclin et une série d'espèces qui sont stables. Alors, ce sont des chiffres qui sont assez interpellants, mais quand on analyse la donnée, on se rend compte qu'il y a des tendances très très différentes au sein des groupes d'espèces, avec des espèces qui sont en fort déclin et des espèces qui sont en forte augmentation. Donc, on n'est pas sur des tendances très linéaires, on est sur quelque chose de très disparate en fait en fonction des espèces. Ce qu'on constate en particulier quand on analyse ces chiffres, c'est que les espèces qui sont très spécialisées en termes de ressources alimentaires ou en termes de ressources d'habitat, donc des spécialisations très fortes, sont des espèces qui vont souvent décliner. Tandis que des espèces plus généralistes, plus ubiquistes, donc qui vont exploiter le milieu urbain beaucoup plus facilement, qui vont trouver un intérêt dans notre milieu urbain, vont augmenter, parfois très fortement. Elles vont tirer profit en fait du milieu urbain, et ce sont souvent, pas uniquement, mais souvent, des espèces exotiques envahissantes. Je reviendrai sur la problématique des espèces exotiques envahissantes. Donc vous voyez qu'on a des contrastes assez forts entre les populations qui se portent bien, on a des populations qui se portent même extrêmement bien, pas forcément celles qu'on souhaite malheureusement, et des populations qui sont en très très fort déclin. Le cas le plus symptomatique, je pense, et le plus médiatisé, c'est le moineau domestique. On a perdu environ 95% des populations sur les 20 dernières années. Alors, on a d'autres groupes d'espèces qui sont suivis. Je ne vais pas passer sur tous les groupes, évidemment, mais fin 2022, on a par exemple publié pour la première fois un atlas des abeilles sauvages. Donc, on a pu identifier comme ça la liste des espèces qui étaient présentes à Bruxelles et identifier des tendances. Et là, on voit que on a déjà perdu une série d'espèces depuis 1840. Donc, on a perdu 40 espèces. Mais sur celles qui restent, la moitié des espèces qui restent, donc une centaine d'espèces, sont menacées, vulnérables ou menacées. Donc, ça veut dire qu'elles sont dans une situation qui est relativement inquiétante. L'autre moitié est plutôt en bon état de conservation. En termes de libellules et de demoiselles, donc les odonates, donc plutôt des insectes qui sont liés à des milieux humides, là on voit par exemple qu'on a une belle augmentation, près de la moitié du cercle est couvert par du vert en augmentation, donc ça veut dire qu'on a restauré une série de populations grâce notamment à une amélioration du réseau hydrographique. Donc on a amélioré la qualité de l'eau, on a amélioré la qualité des berges, on a augmenté le nombre de points d'eau, ce qui fait qu'on arrive à restaurer les populations. Ça veut dire, et on a d'autres études qui montrent ce type de phénomène, que des actions de terrain, bien pensées, bien réfléchies, peuvent améliorer, voire rétablir en fait le statut de conservation de nombreuses espèces. Donc la situation est quand même assez critique sur tout un tas d'espèces, mais malgré tout, elle n'est pas complètement désespérée. On peut agir pour essayer de rétablir les populations.
Alors la tendance, majeure qui explique ce déclin de la biodiversité, c'est l'appauvrissement, la simplification du paysage. Donc depuis plusieurs décennies, on simplifie abusivement nos paysages, on limite en fait la diversité et l'intérêt des biotopes qu'on va pouvoir y retrouver. C'est Ce phénomène va conduire en fait à un déclin de certaines espèces et à une simplification des chaînes alimentaires et de la diversité des groupes qu'on va pouvoir retrouver. Alors ça, c'est une publication assez récente au niveau français, mais en fait, la tendance est connue depuis ici une publication de 1972, donc ça veut dire plus de 50 ans qu'on sait que ce phénomène d'appauvrissement et de simplification paysagère nuit à la biodiversité. Donc c'est quelque chose qui est assez connu et intuitivement, la solution pour inverser ce déclin, c'est de recomplexifier le paysage, rediversifier le paysage. Alors, j'ai beaucoup parlé d'espèces qui étaient liées à des fractions plus, entre guillemets, naturelles du paysage, mais on a aussi sur Bruxelles, avec notre composante urbaine, un une série d'espèces qui sont liées à nos bâtiments. Donc on a pu identifier des oiseaux en particulier, il y a aussi des chauves-souris, ça je ne viendrai pas dessus, mais sur les oiseaux, 4 espèces qui sont vraiment caractéristiques de relations avec le bâti et qui montrent un déclin, assez prononcé. Donc j'ai parlé tout à l'heure du moineau, mais on a d'autres espèces comme le martinet, le rouge-queue ou les étourneaux qui déclinent. Alors, ces espèces sont vraiment dites inféodées aux bâtis, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de nos bâtiments pour pouvoir se maintenir et survivre en région bruxelloise, parce qu'elles ne trouvent pas d'équivalent naturel à leur biotope. Ces espèces déclinent, notamment parce que les habitats, les biotopes dans lesquels elles vivent déclinent, c'est-à-dire tous les trous qu'on va pouvoir retrouver sur les façades. Donc des façades avec les trous de boulins pour enchasser les échafaudages, par exemple, des tuiles cassées, des tuiles de rive dans lesquelles elles vont pouvoir venir nicher. Tout ça est en train de disparaître progressivement, suite notamment, c'est pas la seule raison, mais en particulier, c'est lié à la rénovation du bâti, la rénovation énergétique. Donc on vient colmater finalement tous ces orifices, tous ces trous en façade pour des raisons de performance énergétique, ce qui fait qu'on détruit le milieu de vie d'une série de ces espèces. Alors, donc ici vous voyez typiquement ces espèces nichées dans des façades souvent anciennes, vétustes, dégradées. Donc finalement, toute forme de rénovation, de remise en état va potentiellement réduire le biotope de ces espèces. C'est pas, c'est pas une cause perdue non plus, puisqu'on sait qu'on peut venir compenser la perte de ces habitats avec des nichoirs, notamment des nichoirs intégrés. Ici, on voit des nichoirs intégrés dans l'isolant. Ça permet de compenser, et de venir suppléer finalement la perte de ces habitats. Alors, c'est quelque chose qui est quand même relativement compliqué, qui ne s'improvise pas. On est en train de travailler à des fiches information, des cadres plus structurels pour essayer d'accompagner les professionnels dans cette démarche-là, parce que ça ne s'improvise pas. Et l'objectif n'est pas de dire on va mettre un nichoir et ça va tout solutionner. Il faut savoir, par exemple, sur le martinet, que la localisation du trou doit être précise au centimètre près, puisque c'est un oiseau qui va traverser le continent entier, hein. Il va hiverner en Afrique, il traverse la Méditerranée, il traverse une partie de l'Europe, il arrive chez nous, et malheureusement, si on déplace son trou de quelques centimètres, il peut se percuter très très fort sur le mur et avoir des problèmes, évidemment, suite à ces collisions. Donc on est dans quelque chose d'assez complexe qui va poser des questions, notamment en termes de chantier, de phasage de chantier. Je sais qu'il y a eu des questions à la séance d'info de mars, du 15 mars, sur ces questions. On a déjà été amené à interrompre des chantiers qui étaient menés pendant la période de nidification ou à l'arrivée des martinets, par exemple. Et donc, c'est quelque chose qui peut avoir un impact financier, hein, sur l'organisation du chantier, parce qu'on peut mettre en suspens toute l'organisation d'un chantier pendant la période de nidification. Donc, notre inspectorat est déjà intervenu sur ce type de problème, avec des conditions qui sont notamment de suppléer la disparition de ces trous de boulin ou en fractuosité. Alors, dans la majorité des cas, ce sont des problèmes qui passent un peu à la trappe parce qu'il n'y a pas de diagnostic obligatoire avant travaux. Et donc, ce sont souvent des choses qui sont constatées en cours de chantier, souvent des plaintes de riverains. Donc, on est en train de travailler à essayer de rendre la mécanique et la procédure la plus smooth, la plus fluide possible pour éviter justement ce type de problème.
Alors on a eu un groupe d'espèces, par exemple, ce sont les hirondelles. Ce sont des espèces qui nichent sur les façades et pas dans les façades. Donc là, il y a une petite différence, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup plus facilement le nid. Le nid est visible et donc on a beaucoup plus d'intérêt des riverains, des voisins ou des propriétaires qui se disent: «Ah oui, il y a un enjeu de conservation». Les hirondelles ont failli disparaître de la région bruxelloise au début des années 2000. Il y avait quasiment plus de colonies, quasiment plus de couples nicheurs, mais avec le travail des naturalistes, typiquement Natagora, mais aussi des services d'inspection et des services urbanisme des communes qui ont commencé à imposer dans les conditions de permis l'installation de nichoirs, on a très bien réussi à améliorer les populations avec une belle dynamique maintenant. Sur 2023, on a atteint un sommet historique, en tout cas historique depuis que c'est suivi. Donc ça veut dire à nouveau que la situation n'est pas irrémédiable et qu'on peut trouver des solutions en travaillant tous ensemble. Alors, j'ai beaucoup parlé de nature, mais finalement, les humains aussi, dans la ville, puisqu'on on partage notre environnement avec la faune et la flore, les humains bénéficient aussi de tous ces espaces verts et de cette nature. C'est quelque chose qui est connu, mais beaucoup moins chiffré, beaucoup moins quantifié. C'est toujours plus compliqué à quantifier. Mais j'avais repris ces chiffres d'une étude de 2023 en France. Donc évidemment, les chiffres ne se prêtent pas exactement sur la région bruxelloise ou la Belgique, mais ça donne des tendances en tout cas que les espaces verts, la présence de la biodiversité des espaces verts en milieu urbain sauve des vies. Donc ça a un impact très positif sur la santé, sur la qualité de vie, sur des paramètres vraiment biologiques, hein, que ce soit la tension artérielle, la rémission de certaines maladies, mais aussi sur des paramètres psychologiques, hein, le taux de dépression par exemple, à ce niveau-là. Donc on a un impact très positif, ça évite des pathologies, ça évite la prescription d'antidépresseurs, ça réduit, et j'y reviendrai, la mortalité en cas de pic de chaleur, de canicule, etc., puisqu'on a un impact positif sur les îlots de chaleur. Donc, il y a un réel enjeu, même financier, en termes d'argent qui est investi dans les politiques de santé publique, dans les assurances, etc., à renforcer et préserver un maximum la nature en ville, y compris et surtout une nature sauvage, puisque on sait que plus la nature est sauvage, plus le contact avec une nature sauvage est prononcé, plus ses effets sont positifs. Donc, le fait d'avoir un gazon bien tondu ne suffit pas forcément à avoir un effet positif. Alors, comment mettre en place toutes ces grandes idées dans une vraie politique régionale? Quelques documents, plans et stratégies de la région permettent d'y parvenir. On a déjà toute une série de choses, notamment le plan nature qui a été adopté en 2016, qui avait été prolongé en 2020 jusqu'en 2025, donc il arrive sur ses fins. Le plan de gestion de l'eau qui va traiter de toute la politique de l'eau. Le plan air, climat, énergie qui traite notamment des questions d'adaptation au changement climatique. On a un programme de réduction des pesticides qui va influencer notamment les pratiques de gestion dans les espaces verts. On a une stratégie pour les insectes pollinisateurs qui va essayer de préserver et d'améliorer le réseau de pollinisation sur l'échelle régionale. On a la stratégie Good Food qui, dans son axe 1 en particulier, va essayer de remettre en place une production alimentaire beaucoup plus agroécologique. Puis on a la stratégie Good Soil pour la préservation des sols. Donc on a déjà un cadre de travail, mais depuis quelques mois maintenant, nous travaillons avec certaines de mes collègues qui sont ici, Roselyne de l'Étrange et Nathalie Perrault, qui sont là normalement et qui nous écoutent. On travaille sur la coordination de la rédaction d'un plan intégré, qui font coucou, coucou, euh, un plan intégré pour la restauration de la nature et l'actualisation du plan nature bruxellois. Donc, on a une politique enfin une volonté en tout cas d'avoir un document cadre beaucoup plus ambitieux qui va intégrer le plan régional nature, le volet bruxellois du plan national de restauration qui est requis maintenant au niveau de règlement restauration qui a été adopté par la Commission européenne à l'été 2024, donc il y a quelques mois maintenant. On voudrait intégrer là de ça un volet réglementaire, donc aller beaucoup plus loin finalement dans le cadre générique de la politique nature biodiversité à l'échelle de la région, intégrer et actualiser la stratégie de maillage vert et d'infrastructures vertes, hein, donc tout ce côté réseau écologique en planification territoriale, intégrer la stratégie pour les insectes pollinisateurs dont j'ai brièvement parlé, actualiser le schéma de surveillance de la nature, c'est-à-dire toute la mécanique de monitoring des espèces et des habitats sur la région, et puis intégrer toute une série de nouvelles composantes qui sont pour l'instant un peu omises de nos plans, c'est-à-dire la stratégie faune du bâti, hein, on a parlé du moineau, du martinet, etc. Une stratégie beaucoup plus orientée sur la gestion de la canopée, la préservation et le développement de la canopée, c'est-à-dire des arbres en particulier, hein, la couverture arborée, et puis des objectifs de végétalisation plus clairs, plus chiffrés, plus concrets. Alors ces groupes de travail sont en plein travail, c'est le cas de le dire. Pour le premier semestre, on espère avoir
avoir une première proposition à faire à un potentiel gouvernement après l'été, avec un renforcement de l'implication des pouvoirs locaux après la première lecture. Donc là, on a déjà eu des contacts avec Brulocalis pour voir un peu comment mettre ça en œuvre. Sachez que certains services communaux ont déjà été impliqués dans certaines thématiques, notamment en termes de gestion des espaces verts et gestion des arbres. Alors les objectifs de ce plan sur lequel nous travaillons, bah, c'est évidemment éviter la dégradation des écosystèmes, restaurer les habitats naturels, augmenter la valeur écologique des espaces verts, hein, donc il y a quand même encore des marges d'amélioration des espaces verts existants, réduire et compenser les effets de l'urbanisation, reconnecter les espaces verts entre eux, végétaliser la ville beaucoup plus, en tout cas pour s'adapter au changement climatique, hein, pour pouvoir affronter notamment les vagues de chaleur, cohabiter avec la faune. Donc on a un enjeu de préservation et de cohabitation avec la faune sauvage, y compris des espèces que certains considèrent comme étant entre guillemets nuisibles, hein. Il y a un enjeu de cohabitation à ce niveau-là. Assurer davantage l'accès à la nature à toutes et à tous, donc plutôt des questions d'équité et d'accessibilité, et puis des questions de monitoring, de pratiques de gestion, monitoring de la faune et de la flore, et bien sûr améliorer la gouvernance. Alors tout ça doit faire écho aux grands objectifs qui sont ceux du règlement restauration de la nature, qui a été adopté par l'Europe, avec des enjeux très spécifiques de restauration des habitats naturels, restauration des habitats d'espèces protégées, restauration et maintien en tout cas, et puis restauration des écosystèmes urbains, notamment en termes de surface végétalisée, de canopée, donc couverture arborée. On est encore en train d'analyser les tenants et les aboutissants de ce règlement, donc on n'a pas encore grand-chose à fournir comme interprétation, mais bien sûr, on sait que c'est quelque chose qu'on doit finaliser pour cet été. Reconnecter les cours d'eau, inverser le déclin des pollinisateurs, restaurer les écosystèmes agricoles et forestiers, contribuer à planter des arbres, et ça j'y reviendrai, attention à vous ne pas forcément planter des arbres partout, s'articuler avec les stratégies énergie et climat, et puis monitorer l'état de la nature. Donc on voit qu'il y a des convergences très fortes avec l'ensemble de la politique nature qui était déjà en place, hein, avec le plan nature, le programme de réduction des pesticides, la stratégie pollinisateur. Donc l'objectif est d'aboutir à un nouveau plan intégré. Alors, je vais maintenant passer sur des grandes tendances à l'échelle de la région. On a la nature à Bruxelles, bien sûr, qui va nous servir en termes d'adaptation et de résilience au changement climatique. Donc, on a finalement un renforcement de la nature pour nous aider nous-mêmes à nous adapter au changement climatique. C'est une approche très anthropocentrique, hein, de la nature qui se traduit surtout dans le vocable végétalisation. On va végétaliser la ville pour nous aider à nous adapter. Mais on a besoin que cette nature elle-même s'adapte. Donc on a besoin d'aider les écosystèmes eux-mêmes à affronter le changement climatique et la crise systémique avec des approches plutôt de restauration, de reconnexion. Donc on va essayer de travailler pour que les écosystèmes soient les plus robustes et les plus résilients possibles pour pour permettre en fait à la ville de s'adapter. Donc on est dans une boucle positive à ce niveau-là. Alors, les problématiques environnementales qu'on va essayer de résoudre se traduisent généralement de manière assez contrastée sur le territoire bruxellois. Donc, il n'y a pas une seule réalité sur Bruxelles. Les différentes communes ont des réalités contrastées. On a par exemple ce phénomène d'îlot de chaleur qui se traduit de manière très différente entre le centre-ville, qui est très exposé à l'îlot de chaleur, c'est-à-dire à la chaleur des matériaux, à des nuits très chaudes pendant les périodes de canicule, et une seconde couronne, beaucoup plus végétalisée et donc aussi beaucoup plus fraîche. Et donc, on sait que, il y a un contraste de plusieurs degrés de température entre le centre et la seconde couronne, qui se traduit, aussi par, finalement une inéquité, socio-économique, puisqu'on sait que les populations plus aisées, plus favorisées vont se retrouver dans le sud de Bruxelles, dans des zones plus fraîches, alors que des populations plus précarisées, en plus grosse densité, vont se retrouver dans les zones, plus exposées à cet îlot de chaleur. On a plus ou moins la même forme, parce que les 2 sont en partie liés, sur le phénomène de qualité de l'air, enfin de dégradation de la qualité de l'air, où on voit que le centre est beaucoup plus exposé à un air, dégradé que la seconde couronne. Donc ici aussi, on a une convergence entre le problème environnemental et l'inégalité socio-économique. Alors, ces phénomènes et la spatialisation de ces phénomènes est en partie liée à la répartition de la végétation à l'échelle du territoire régional. Donc ici, on a des données historiques, hein, ça fait quelques années qu'on a ces données, donc elles sont en cours d'actualisation, mais on sait identifier la spatialisation de la végétation à l'échelle régionale, voire même identifier des hauteurs de végétation. Donc on peut par exemple distinguer une strate haute, plus arborée, et une strate basse, donc plutôt une végétation au sol que vous voyez en jaune plus clair.
ça nous montre que les arbres ne sont pas forcément tous localisés de la même manière, mais surtout, vous voyez, dans certaines zones, des zones beaucoup plus jaunes, donc des zones de végétation plus basses, qui sont des milieux beaucoup plus ouverts, qui sont importants aussi pour la biodiversité. Donc, on est pour l'instant dans une logique d'un discours un peu simpliste où il faudrait planter des arbres absolument partout, justement dans une logique d'adaptation au changement climatique. Eh bien, attention à ne pas perdre tous nos milieux ouverts qui sont importants pour des oiseaux, des papillons, des abeilles, etc., ou certaines libellules, et qui risquent de disparaître. Donc, on risque, avec la politique d'adaptation au changement climatique qui viserait à planter des arbres partout, à perdre une partie de notre biodiversité. Donc, attention à ces enjeux. Alors, on a aussi pu identifier des zones de carence, qui sont des zones de carence en espace vert accessible au public. Donc, ce sont des zones, donc toutes les zones en rouge sont des zones où vous êtes loin d'un espace vert de taille suffisante. Donc, une partie de la population bruxelloise est loin d'un espace vert. Alors, ça pose des questions évidemment en termes de résilience, notamment pendant les phénomènes de vagues de chaleur, puisque ça veut dire que les gens qui vivent dans ces zones sont loin d'un espace de fraîcheur. Et même quand vous êtes proche d'un espace plus frais, soi-disant, dans le centre-ville, vous êtes quand même dans des espaces verts qui sont fortement, compactés, qui sont fortement utilisés et qui ne sont pas forcément des espaces, entre guillemets, «rafraîchissants». Donc malgré tout, ces zones de carence ne transposent pas exactement la réalité qu'on pourrait avoir en cas de vague de chaleur. Autre phénomène spatialisé, c'est la qualité biologique des espaces verts. Donc, on sait, via la carte d'évaluation biologique 2021, que la majorité des espaces verts de qualité sont en seconde couronne. Donc, plus vous êtes vert, plus vous êtes dans des espaces de qualité biologique. Grosso modo, parce que je vois que le temps file, grosso modo, on peut plus ou moins prioriser les enjeux, pardon, avec un enjeu majeur de végétalisation dans le centre-ville étendue, première couronne, où là, l'objectif, c'est végétaliser pour s'adapter au changement climatique, pour améliorer la qualité de vie. La priorité est davantage sur des enjeux de reconnexion et de restauration des espaces verts et des habitats naturels en seconde couronne, puisque c'est là qu'on retrouve la majorité de nos espaces verts. Donc on est sur des politiques de désimperméabilisation, de végétalisation, hein, ça part vraiment dans tous les sens, que ce soit de la désimperméabilisation pour faire des jardins de pluie, pour faire des jardins en façade, pour planter des plantes grimpantes en façade, ce qui va améliorer aussi le confort thermique, les toitures végétalisées, la désimperméabilisation des cours d'école, la végétalisation des toitures, tout ça contribue à cette végétalisation dans un milieu urbain dense où finalement on a très peu, ou en tout cas moins d'opportunités de créer des grands espaces verts. Typiquement, on est sur ce genre d'amélioration, donc on peut partir de petits espaces végétalisés existants qui ne sont pas forcément très qualitatifs et venir augmenter le niveau de service écosystémique, par exemple en transformant une simple pelouse en jardin de pluie, beaucoup plus intéressant en termes de gestion de l'eau, mais aussi en termes de production de fleurs pour les pollinisateurs, par exemple. C'est une dynamique qu'on retrouve maintenant un peu partout dans la majorité des projets de réaménagement de voirie. C'est quelque chose qui rentre beaucoup plus dans les pratiques. On a des enjeux de reconnexion, de renaturation, renaturation de berges d'étangs, renaturation ou remise à ciel ouvert évidemment de la Seine. On va travailler beaucoup plus sur une remise à l'état naturel du cycle de l'eau, réduire les fragmentations, créer des crapauducs, lutter contre la pollution lumineuse. Tout ça va permettre en fait de garantir une certaine mobilité de la faune à travers la ville et éviter qu'elle se heurte à des murs infranchissables. Alors notre réseau écologique, on peut l'analyser sous différents angles et depuis quelque temps, on réfléchit en termes de cohérence éco-paysagère, en termes de cohérence paysagère au sens large, en ayant identifié quatre grandes composantes. Alors, ces paysages ont été identifiés dans les années 90, donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qu'on essaye de remettre au goût du jour avec une approche un petit peu plus communicationnelle pour faire passer des messages. Et le message principal, c'est que une même chose n'a pas le même intérêt partout. C'est-à-dire, on doit individualiser, entre guillemets, les solutions fondées sur la nature. On va travailler sur différents types d'aménagements, différents types de biotopes en fonction de là où on se trouve. On a une ville campagne, une seconde couronne, donc qui part d'une partie d'Uccle vers Woluwe-Saint-Lambert et en partie Woluwe-Saint-Pierre, qui va être beaucoup plus liée à la préservation de milieux agricoles, de milieux ouverts, des grandes prairies par exemple, du milieu bocager, des vergers, etc. On a une ville d'influence forestière, où là, on va se retrouver plus souvent sur des milieux arborés, des boisements plus anciens, généralement des hêtraies par exemple, qu'on va retrouver jusqu'au parc du Den, qui sont des milieux beaucoup plus fermés. On a évidemment, la région bruxelloise s'est développée sur des milieux
des milieux humides, la ville d'eau qu'on va retrouver un peu partout avec la vallée de la Wolu, la vallée de la Pède, la vallée du Molenbeek, etc., où là, on va retrouver des prairies humides, des mares, des rivières à ciel ouvert. Et puis cette ville dense, qui correspond à cette zone de entre guillemets «de végétalisation» que j'avais montré, qui est caractérisée par des petits espaces verts, des pocket parks, des espaces beaucoup plus intensivement utilisés. Et là, la biodiversité va trouver d'autres formes. On va se retrouver sur des espèces liées aux bâtis anciens, et des petits espaces verts. Donc on est sur une biodiversité et des milieux beaucoup plus fragmentés, en fait. Donc voilà un peu, des grands paysages. Donc rien qu'en se baladant à Bruxelles, on peut percevoir assez bien ces différents types de paysages qu'on va essayer de, consolider un maximum. Puis bien sûr, il y a cette politique de conservation et de restauration qui est ici, en tout cas dans un premier temps, fortement liée à Natura 2000. Donc on est dans cette politique de, plan de gestion et de restauration des habitats qui sont des habitats protégés et de certaines espèces qui sont des espèces d'intérêt régional ou communautaire qu'on va essayer de, stabiliser et de renforcer. Je ne vais pas m'y éterniser, mais au-delà de ça, donc au-delà de Natura 2000, se pose la question de la gestion écologique de l'ensemble des espaces verts, voire même de l'ensemble de nos espaces ouverts, hein. Vous voyez qu'on a des images de milieux très, très minéralisés, hein, place du Sablon. euh, on doit gérer de manière beaucoup plus écologique, sans pesticides, beaucoup plus tolérante finalement pour la végétation spontanée, pour les insectes qui s'y trouvent, pour les oiseaux qui établissent une partie de leur cycle de vie. Ça implique notamment de pratiquer une gestion dite différenciée. Donc, on va laisser beaucoup plus de place au sauvage, beaucoup plus de place à quelque chose d'extensif, de spontané et ne gérer que ce qui est vraiment strictement nécessaire. Ça reste intéressant aussi, dans une perspective d'économie, puisqu'on sait que, tout le monde a, les cordons de la bourse un peu plus serrés pour l'instant. Ça permet de faire en partie des économies. Alors, j'ai mis en évidence quelques fausses bonnes idées par rapport à tout ça, puisqu'on voit apparaître une série de projets. Alors, historiquement, les projets de renforcement de la biodiversité, il y en avait certains qui se reposaient sur le placement de ruches, par exemple. Les ruches ne sont pas forcément des projets de renforcement de la biodiversité. Ce sont finalement l'élevage d'espèces agricoles, hein. Ce sont des races sélectionnées. Elles augmentent la compétition alimentaire pour les pollinisateurs sauvages et peuvent favoriser la transmission de maladies. Donc là, on recommande de privilégier une petite apiculture traditionnelle, familiale, hobbyiste, liée à des jardins potagers. Donc on est dans cette logique de la ville-campagne, hein, où on peut rétablir le lien entre les pollinisateurs et la production alimentaire. On peut favoriser l'abeille noire indigène, c'est-à-dire l'abeille noire de chez nous, mais elle est plus agressive, ce qui fait qu'on s'en est écarté pour favoriser cette abeille buckfast. Mais l'enjeu de conservation, il est sur cette abeille un tout petit peu plus agressive et éviter, si possible, de créer de nouveaux ruchers dans les sites naturels, en particulier en Natura 2000, donc attention à ce niveau-là. Autre enjeu, et contre-intuitif aussi, ce sont les hôtels à insectes. On en voit, en tout cas dans certains projets. Ce sont généralement des hôtels qui vont favoriser des espèces très courantes, très généralistes, qui n'ont pas de risque d'extinction particulier. Et au contraire, on va augmenter la concentration des individus, on va concentrer les maladies, les parasites, favoriser la prédation. Et donc, en fait, on n'a pas vraiment d'enjeu d'intérêt écologique, donc ça n'amène pas grand-chose au niveau écologique et au contraire, ça peut même dégrader les populations. Donc attention sur les hôtels à insectes, si on doit en installer, ce sont des petits dispositifs qui sont disséminés à droite à gauche dans l'espace vert, pas de grosse concentration, et idéalement intégrés dans des aménagements multifonctionnels. Autre point, j'ai pu parler plusieurs fois des arbres. Hem, pour l'instant, on voit beaucoup de projets de microforêts qui émergent avec la méthode d'afforestation dite, de Miyawaki. C'est-à-dire on va planter énormément de plantes au mètre carré en faisant jouer la sélection des plantes pour que ça pousse plus vite. C'est un peu l'idée. Alors, notre objectif chez nous, c'est la diversité paysagère, comme je l'ai dit, donc c'est préserver une diversité de paysages et donc pas de planter partout. On ne veut pas transformer tous nos espaces verts en forêt. C'est pas du tout l'objectif. Ce qu'on constate, c'est que ces microforêts, elles se font sur des zones qui sont déjà en pleine terre et donc, grosso modo, ça implique la perte de milieux ouverts. On a vu disparaître, pas beaucoup évidemment, mais on en a vu disparaître des talus, des prairies de haute valeur biologique. Donc attention à ne pas vouloir tout planter. Ça implique une forte mortalité des plants. 60 à 80% de ce qu'on plante meurt. Ça fait partie du processus normal, hein, c'est la logique de sélection, mais ça pose des questions en termes de rationalité. Est-ce que c'est pas une pression inutile sur la filière de production des plantes pépinières? Est-ce que c'est pertinent en termes de coût-efficacité si on perd 60% de ce qu'on plante?
Donc des questions à se poser. Les arguments environnementaux qui sont avancés sont assez peu documentés, hein, donc cette augmentation du stockage de carbone, bah, c'est pas forcément vrai par rapport à une plantation classique. L'impact en matière de biodiversité n'est pas vraiment documenté non plus. Certains éléments sont même invalidés, notamment la séquestration de carbone semble être relativement équivalente à ce qu'on pourrait avoir avec des sujets, des arbres plus espacés par exemple. Donc fondamentalement, l'essentiel du coût, parce que ce sont des dynamiques qui coûtent quand même assez cher, hein, parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros pour faire une microforêt. Ce qu'on remarque, c'est que c'est souvent du marketing et de la communication et que ça ne se traduit pas forcément par un retour sur investissement en termes pur et dur de biodiversité. Donc ça pose aussi des questions d'entretien long terme. Donc on a souvent une vision à très court terme de ce que ça peut coûter en termes d'aménagement, mais ça pose des questions sur l'entretien de ces arbres. On sait que les arbres, c'est une expertise particulière à avoir et on sait que ces arbres qui sont plantés en très forte densité vont avoir tendance à être beaucoup plus frêles et beaucoup plus fragiles et donc se casser, se briser, poser des questions de sécurité aussi à terme. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est évidemment de déminéraliser pour planter. Donc à la limite, faire une microforêt en désimperméabilisant, donc à la place d'une place où on va retirer l'asphalte ou les pavés, c'est d'office un gain environnemental. Donc ça, évidemment, c'est du win-win. Par contre, d'éviter de faire ça à la place de milieux ouverts déjà intéressants, donc de milieux de pleine terre déjà intéressants. Dans ces cas-là, mieux vaut favoriser la fauche tardive, éventuellement la recolonisation naturelle, hein. Si vous arrêtez de gérer une pelouse, en quelques années, voire décennies, elle va se transformer en petit bosquet et puis en forêt, hein. Ça, c'est la logique naturelle de recolonisation des espaces verts. Donc, autant favoriser ça finalement à moindre frais, en surveillant évidemment les espèces exotiques envahissantes. Donc, grosso modo, la logique, c'est planter moins, mais mieux. Ça, c'est une des logiques. Alors, comme je vois que le temps va beaucoup plus vite que ce que j'espérais, je vais faire très très vite un point sur l'interdiction des pesticides, puisque ça va quand même assez fortement changer dans les prochains mois et ça va avoir un impact sur vos administrés, moins sur les services communaux, puisque les services communaux sont déjà soumis à des interdictions. Mais par contre, maintenant, ça s'appliquera aussi aux jardins privés. Donc pour l'instant, les pesticides, donc les produits phytopharmaceutiques, c'est-à-dire les produits qu'on va utiliser dans la gestion des espaces verts, sont interdits dans les espaces publics. Donc les services communaux sont déjà soumis à cette interdiction depuis au moins 2019, même depuis 2013 pour les écoles par exemple. Pas de pesticides dans l'espace public, pas d'herbicides, pas d'insecticides pour protéger les plantes, notamment les buis contre la pyrale du buis, etc. Donc c'est très clair, pas de pesticides dans l'espace public, avec une petite tolérance quand même dans les pépinières et les serres communales. Donc là, ça reste autorisé, même si en fait il y a très peu de communes qui ont encore des activités de production. Il n'y a pas pour l'instant de cadre en matière de produits biocides, donc les produits qui sont utilisés par exemple en dératisation, en désinsectisation de nids de guêpes, nids de frelons, etc., ne sont pas couverts par la législation sur les pesticides actuellement, sauf qu'ils sont interdits dans les zones Natura 2000, dans les réserves naturelles bien sûr, et dans les zones de protection des captages d'eau. Je rappelle quand même que la dératisation est soumise à dérogation dans le cadre de l'ordonnance nature. Alors, petit point, même pour l'espace public, depuis 2020, le désherbage des trottoirs n'est plus obligatoire. Donc, dans la révision des règlements généraux du règlement général de police harmonisé, il n'est plus question de désherber obligatoirement les trottoirs. Par contre, les trottoirs doivent être maintenus dans un état praticable. Donc, l'objectif n'est pas de sanctionner les gens qui ont encore un pissenlit sur leur trottoir, mais par contre, quand ça devient la forêt vierge, évidemment, là, il y a lieu d'intervenir. Et on a aussi une caducité de l'obligation fédérale d'échardonnage. Donc on a encore parfois des questions sur les chardons. Faut-il ou pas retirer les chardons? Non. Les chardons sont même promus maintenant puisqu'ils sont importants pour la protection des pollinisateurs. Donc il n'y a plus d'obligation stricte de d'échardonner. Ça reste une vieille disposition légale qu'on doit abroger, mais on attend d'avoir une ordonnance pour pouvoir le faire. À partir de ce mois d'août 2025, cette interdiction des pesticides va être étendue au terrain privé avec une limitation aux pesticides qui sont uniquement des pesticides à faible risque. Donc quand les pesticides sont à faible risque, ils seront autorisés. Quand ils ne sont pas à faible risque, ils seront interdits dans les jardins privés pour les particuliers et pour les entreprises de parcs et jardins. Donc le fait d'être un professionnel ne change pas la donne. Il y aura toujours des dérogations sur base de critères stricts et les dérogations seront uniquement autorisées pour les professionnels. Je vous épargne la liste des produits. Mais donc, en substance, que faut-il retenir? Dans les espaces publics, tout est interdit. Dans les zones à risque accru, c'est-à-dire les zones de réserve naturelle, les sites Natura 2000, en bordure du réseau hydrographique, donc les mares, les rivières, etc., tout est interdit aussi. Dans les espaces privés, seront uniquement autorisés les produits à faible risque et les substances de base, hein, le bicarbonate de soude, le vinaigre, etc., ça reste autorisé. Et en production agricole, donc
À terme, il y aura un impact aussi sur les agriculteurs bruxellois. Production agricole et horticole, y compris les services communaux de production de plantes, donc les pépinières communales. Tout reste autorisé en termes de produits à faible risque. Les produits conventionnels restent autorisés jusque 2030. À partir de 2030, seulement les produits bio seront autorisés. Et les produits type glyphosate et néonicotinoïdes, eux, sont interdits et nécessitent d'avoir un arrêté ministériel pour pouvoir les utiliser. La vente en magasin sera encadrée. Là, ça va avoir un petit impact sur les services communaux, notamment en termes d'instruction de permis d'environnement. La vente va être soumise à partir de juillet 2025 à un encadrement. Donc les produits qui seront encore autorisés dans les jardins pourront être vendus librement en rayon. Donc les gens pourront continuer à se servir en rayon. Par contre, les produits classiques conventionnels qui seront en théorie interdits d'utilisation devront être vendus dans des armoires fermées. Alors là, on est sur une particularité belgo-belge que la région n'a pas la compétence d'interdire la vente, donc on peut encadrer la vente, la soumettre à une vente sous armoire fermée avec un conseiller présent, mais on ne peut pas interdire purement et simplement cette vente. Il y a une obligation d'enregistrement de toutes les entreprises du paysage qui va entrer en application. Donc, à terme, il y aura des référents, enfin, des bottins, des chartes d'entreprise et des bottins d'entreprises qui seront enregistrés au niveau de la région bruxelloise. Pour l'instant, on n'a pas de vue très claire de quelles entreprises travaillent sur la région bruxelloise. Ça nous permettra de pouvoir faire de la communication, de l'information, des contrôles aussi à ce niveau-là. Je vais aller un petit peu plus vite. Alors, protection de la nature, des sites et des espèces, puisque c'est finalement notre principal sujet aujourd'hui. L'ordonnance nature. L'ordonnance nature est le principal cadre de protection de la biodiversité sur Bruxelles, avec deux grands piliers. Donc, la politique de conservation de la nature a toujours deux grands piliers. Il y a un pilier de protection des sites, donc on va protéger des sites en particulier, qui sont des sites d'intérêt pour la biodiversité, et puis une protection des espèces. Alors sur la protection des sites, les sites qui sont protégés par l'ordonnance nature, ce sont des sites Natura 2000 et des réserves naturelles. C'est-à-dire qu'on est sur un régime de protection qui est limité. Il n'est pas applicable absolument partout, il est limité, géographiquement limité, avec des cartes très précises des zones où il s'applique. C'est un régime qui est dit de protection active, c'est-à-dire qu'il y a une gestion active, il y a des plans de gestion, il y a des objectifs de restauration et de conservation. On a par contre une politique, une gestion des espèces qui est beaucoup plus passive, mais qui est aussi beaucoup plus diffuse. La protection des espèces, elle vise la protection des spécimens, mais aussi de leurs habitats, de leurs aires de vie, de leurs sites de nidification, de leurs sites d'hivernage, etc. Alors, par contre, ce qu'on a, c'est qu'on a différents types d'espèces. On a différents niveaux de protection. On a des espèces qui sont protégées partout sur l'ensemble du territoire, donc y compris sur le piétonnier ou sur la grande place de Bruxelles. Ces espèces sont protégées. C'est le cas de tous les oiseaux indigènes, les mammifères indigènes, les reptiles, les amphibiens indigènes. Donc tout ce qui est vertébré indigène est protégé partout. On a aussi des protections de certains autres groupes d'espèces, mais plutôt via des conventions internationales, des listes européennes. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup moins présent à Bruxelles, et plutôt lié à du commerce, du trafic international, etc. Et puis, on a des espèces qui sont peut-être moins prioritaires aux yeux du législateur européen, mais qui nous semblait pertinente pour nous à protéger, en particulier dans les zones d'espace vert au PRAS, c'est-à-dire les zones vertes de haute valeur biologique, zones de parcs, zones de cimetières, zones de bois et forêts et les zones de servitude au pourtour des bois et forêts. Là, on est dans ce qu'on appelle la protection géographiquement limitée. Typiquement, certaines plantes, les papillons de jour par exemple, sont tous protégés dans les espaces verts. Ça pose des questions parce que on sait que sur certains dossiers, on a des espèces relativement rares qui sont retrouvées sur des friches, par exemple, des friches industrielles, sauf que elles ne sont pas protégées sur ces sites puisque certaines friches industrielles ne sont pas des espaces verts au PRAS. Si vous êtes sur des zones d'équipement, des zones d'industrie, etc., la protection des espèces géographiquement limitées ne s'applique pas. Par contre, la protection des oiseaux, des mammifères, des reptiles, des amphibiens s'appliquera bien. Donc là, on est sur un régime différencié à ce niveau-là. Et puis, on a une troisième catégorie d'espèces qui sont les espèces exotiques envahissantes. Espèces exotiques envahissantes, ce sont des espèces non indigènes, non belges, entre guillemets, qui ont été introduites généralement par accident et qui se reproduisent de manière incontrôlée sur la région bruxelloise. C'est un phénomène qu'on retrouve un peu partout. Alors, quels sont les sites protégés? On a trois grands sites
Natura 2000, hein, tout ce qui est forêt de Soigne, vallée de la Wolu. On a un site sur Uccle avec le Cauberg, le bois de Verrenwinkel, etc. Donc un complexe de milieux ouverts et fermés. Et puis on a un troisième site plutôt au nord-ouest de Bruxelles avec les marais de Jet Gansoren et le bois du Larbeek. On a quelques réserves. Beaucoup de réserves sont déjà dans des sites Natura 2000, donc ce sont des régimes qui s'empilent, mais on a quelques réserves naturelles qui sont en dehors de ces sites Natura 2000, notamment sur Anderlecht et sur Ever. Alors, les espèces, comme je l'ai dit, on est sur une protection des individus, mais on est aussi sur une protection des nids, des terriers, des gîtes, des sites d'hibernation. Donc, on n'est pas que sur la protection de l'animal en tant que tel ou de la plante, on est aussi sur son milieu de vie. Alors, c'est très variable et très compliqué en termes de mise en œuvre, puisque le milieu de vie, le biotope et l'habitat de chaque espèce varient d'une espèce à l'autre. Donc, c'est très difficile de tirer des grandes conclusions. Je pense en particulier, on a pour les sites de nidification une distinction entre des espèces qui vont pouvoir changer de nid tous les ans et des espèces qui sont extrêmement fidèles à leur nid. Ce sont des oiseaux, des mammifères. Donc, par exemple, on sait que les renards ont tendance à revenir systématiquement ou à hériter des terriers. Donc, le terrier de renard est protégé même en l'absence du renard. Les garènes, donc les garènes des lapins, c'est pareil, ça fonctionne de la même manière. Les nids de martinets, dans une certaine mesure, les nids de moineaux, par exemple, sont aussi des sites fidèles. Donc, les oiseaux reviennent systématiquement au même endroit. Ce qui veut dire qu'en l'absence de l'espèce, parce qu'elle migre ou parce qu'elle est juste pas là, le site reste protégé et une destruction nécessite une dérogation à l'ordonnance nature. Donc ça, c'est important de le savoir. À l'inverse, un nid de mésange, par exemple, en dehors de la période de nidification, il n'y a pas vraiment de souci à ce que le trou soit colmaté. Et donc c'est ça qui va être compliqué à la fois dans le contrôle, mais à la fois dans le message à faire passer, c'est que ça varie d'une espèce à l'autre. Alors de manière plus large, on a la protection des habitats. Donc là, on dézoome encore un petit peu, et ça c'est encore plus compliqué, et ça va dépendre de l'impact de la dégradation de l'habitat sur l'état de la population. On a déjà eu des cas où le fait de ratiboiser un petit espace vert urbain peut mettre à mal une population de moineaux. Donc on n'est pas dans la destruction des moineaux, on n'est pas dans la destruction des nids des moineaux, mais on est dans le simple fait d'avoir fauché et retiré la végétation. Donc là, c'est l'inspectorat et les experts qui sont mobilisés par nos inspecteurs qui vont pouvoir évaluer l'impact. Quid des animaux malades, puisque c'était une question qu'on a beaucoup pour l'instant avec une épidémie de gale sur les renards. Il n'y a pas d'intervention, donc il n'y a pour l'instant pas de cadre de politique de police sanitaire par rapport à ces animaux malades. On laisse la nature faire son œuvre, ça c'est la ligne de conduite. Le SIAMU n'intervient que pour les animaux qui sont immobilisés, coincés, bloqués ou mourants. Donc un animal malade, typiquement un renard galeux, qui se déplacent librement de jardin en jardin, il n'y a pas d'intervention des pouvoirs publics. Il est fort possible que cette épidémie de gale soit causée simplement par la forte densité de renards qu'on peut avoir à Bruxelles, hein. Les renards sont en très forte densité, notamment à cause du nourrissage et à cause des poubelles. Donc, artificiellement, trop dense, et donc, entre guillemets, la nature fait son œuvre et essaye de réguler la population. Petit point sur les espèces exotiques envahissantes. On a une liste bruxelloise et une liste européenne. Ce ne sont pas les mêmes listes. Ça pose quelques problèmes pour l'instant au niveau juridique parce qu'on n'a pas d'ordonnance qui mette en œuvre, enfin qui applique le règlement européen. Donc on a des petits couacs administratifs. Le principal couac qu'on a pour l'instant, c'est la gestion du frelon asiatique. Vous avez peut-être entendu parler de ces petits soucis. C'est en cours de résolution, mais on est tributaire d'une future ordonnance espèces exotiques envahissantes qui est en discussion pour l'instant au niveau du gouvernement, qui devrait être soumise au Parlement dans les prochains mois. Ce règlement européen viendra changer en fait toute l'approche qu'on a de la gestion des espèces exotiques envahissantes avec une patte surveillance, donc surtout surveiller et éviter l'introduction de nouvelles espèces, détecter et éradiquer le plus rapidement possible les nouvelles espèces, donc toute nouvelle arrivée devra être gérée au plus vite, et puis les espèces qui sont déjà là, qui sont fréquentes, qui sont répandues, on sera plutôt dans des modalités de gestion, finalement entre guillemets de cohabitation, parce que l'espèce est trop présente pour pouvoir être gérée. C'est le cas par exemple du frelon asiatique. Je vais y revenir très très vite. On a des différences évidemment de traitement entre les plantes et les animaux, hein. C'est plus facile de traiter les plantes que les animaux. Ça pose évidemment en termes d'animaux beaucoup plus de questions éthiques, de bien-être animal, etc. Sur les plantes, la guideline, c'est d'éviter de planter des plantes exotiques envahissantes, hein, puisque c'est interdit, et si possible, essayer d'éradiquer un maximum les plantes déjà présentes. Alors c'est quelque chose qu'on voit encore dans de nouvelles plantations d'arbres d'alignement, par exemple. On plante encore du robinier dans les alignements, or le robinier est interdit par l'ordonnance nature.
Je ne vais pas trop m'éterniser sur les plantes, parce que le temps presse. Sur les animaux, comme je l'ai dit, c'est parfois un petit peu plus compliqué. On a pour l'instant tous des projets de gestion, des écrevisses, des crabes, etc. Mais il y a des espèces sur lesquelles, entre guillemets, on a fait une croix, c'est-à-dire les perruches, par exemple. Elles sont bien répandues et c'est très très compliqué de les gérer. Donc on sait qu'on est dans une méthode, d'une démarche de cohabitation. La coccinelle asiatique, elle est partout. On ne va pas mobiliser de l'énergie et des moyens pour lutter contre la coccinelle asiatique, par exemple. Cas spécifique du frelon, puisque normalement les communes ont dû recevoir vendredi, en tout cas certains services ont reçu des guidelines. C'est une espèce qui est sur liste européenne, mais pas sur la liste bruxelloise. Donc c'est une espèce qui est répandue, elle est partout, on va rien savoir faire pour la neutraliser en l'état actuel de nos techniques et des produits disponibles. Donc on va prioriser la neutralisation des nids et éventuellement du piégeage printanier. Normalement, toutes les communes ont reçu des guidelines et toutes les bonnes pratiques sont à disposition des services communaux sur la plateforme Waller. Donc voilà, on met à disposition des éléments sur notre site internet. Petit point, Lisa, tu m'arrêtes hein, si je déborde du timing. Petit Si point on peut avoir fini d'ici 2 minutes, ce serait parfait, comme ça on a Ok, encore 10 je passe minutes la de protection des conversation. arbres. Protection des arbres, vous connaissez certainement, je sais qu'on a encore reçu des questions récemment. Et alors, je voudrais faire peut-être un petit point sur les outils, et les outils notamment en termes de conception. Donc, premier point, notre site Renature Brussels, qui a vocation à centraliser un maximum d'informations techniques et pratiques, et légales aussi à terme, sur la gestion de la nature, la promotion de la biodiversité au niveau de la région bruxelloise. Donc, je vous invite à y faire un tour. On reprend tout un tas de fiches pratiques, fiches techniques, etc., des guidelines, des recommandations. Ça part un peu dans plein de thématiques différentes, avec, vous le voyez ici par exemple, ville dense, ville campagne, ville forêt, ville d'eau. Donc on filtre un petit peu nos recommandations sur base de ces grandes influences paysagères, par exemple, de typologies d'espaces verts dans lesquels ça va pouvoir se mettre en place, etc. Donc c'est vraiment un centre de ressources qui a vocation à devenir vraiment la plateforme de référence. Autre point peut-être intéressant dans les nouveautés, c'est le manuel de l'arbre en milieu minéralisé. Donc, pour résoudre ce problème de végétalisation, on a travaillé avec des partenaires anglais sur l'adaptation d'un guide pour la région bruxelloise. Donc, je vous invite à y jeter un œil. Il y a une fiche web qui reprend la synthèse de ce document et notamment des guidelines en termes de dimensionnement des espaces d'enracinement, donc les, entre guillemets les fosses de plantation, les distances par rapport aux façades, etc. C'est aussi un tableau que vous allez retrouver dans le manuel des espaces publics qui a été adopté par Urban fin de l'année passée. Autre outil dont vous avez peut-être entendu parler et qui va venir beaucoup plus souvent sur la table, c'est le CBS+, dit CBS+ Renature, c'est-à-dire le coefficient de biotope par surface renforcé, un nouvel outil qui a été validé par le gouvernement en mai de l'année passée et qui va progressivement faire sa rentrée dans les procédures. Donc on est sur typiquement un outil de chiffrage de la contribution d'un aménagement à la biodiversité. Ça reste plutôt un outil indicatif et stratégique qu'un outil vraiment scientifique, hein. On est plutôt sur l'opportunité par rapport à ce genre de truc, avec la nouveauté par rapport à la version 2018, tout un tas de facteurs complémentaires, la réduction de la collision des oiseaux sur les vitres, par exemple, c'est assez nouveau, l'intégration de nichoirs sur les façades ou dans les façades, la végétalisation des façades, différents types de formes de végétation, végétation des espaces minéralisés, la mobilité de la petite faune, hein, le fait de pouvoir permettre aux hérissons de passer de jardin en jardin, la pollution lumineuse, tout ça est assez nouveau dans ce type d'outils. Et on a intégré énormément de nouveaux biotopes qui vont pouvoir venir améliorer la qualité de nos espaces verts, des jardins, des apports de bâtiments en faveur de la biodiversité. Donc l'objectif est vraiment d'avoir à terme un petit indicateur, un peu un équivalent PEB, un peu plus simple sans doute en termes de spécificité de calcul, mais vraiment orienté amélioration des projets pour pouvoir rendre compte en fait de la qualité d'un aménagement. Pour ce faire et pour vous aider dans tous les cas, on a des fiches, on a des listes de plantes qui commencent tout doucement à être mises en œuvre. Il y a encore pas mal de fiches à mettre en œuvre. Je ne vais pas m'éterniser. On a beaucoup plus de fiches sur les animaux pour l'instant. Donc là, vous retrouverez des fiches sur les animaux, les espèces protégées, les modalités de gestion, de cohabitation, y compris des éléments juridiques. Et puis, dernier point, pour vous inviter à contribuer à notre kiosque à projets. Donc, vous pouvez valoriser des projets exemplaires, des projets intéressants qui ont été mis en place par votre commune, soit sur base de financement de Bruxelles Environnement, soit sur fonds propres, hein, d'exclusive ici, pour pouvoir visibiliser, cartographier en fait les projets en faveur de la nature. Et enfin, dernier point,
La Nature Academy, ça je pense que Lisa vous en a parlé le 15 mars, vous avez toujours la possibilité de suivre ou d'envoyer vos équipes suivre des formations gratuites organisées par Bruxelles Environnement qui doivent justement contribuer à mettre en œuvre tout ça. Voilà, désolé d'avoir un peu galopé sur la fin. Merci beaucoup Julien pour cette, présentation très intéressante et très dense. Je vois qu'il y a une question dans le chat de Maëlle de Brouwer. Elle demande si des outils de communication relatifs à l'interdiction des pesticides seront communiqués aux communes en vue d'informer par leurs canaux de com les habitants et les habitantes. Oui, il y a pour l'instant une réflexion sur le plan de communication à mettre en place. Donc on a un gros enjeu de communication vers les entreprises, de un, mais aussi vers les riverains. Donc je sais qu'il va y avoir des documents types qui seront fournis pour les publications dans les journaux communaux, etc. Et alors une communication en magasin, puisqu'on sait que c'est quand même un endroit où justement les gens vont s'approvisionner, qui est un tout petit peu plus compliqué puisque les magasins ne sont pas super contents qu'on leur interdise de vendre des pesticides. Donc voilà, on y réfléchit, il y a un plan com qui est en cours de finalisation. Super. Nous avons une, 2e question de Philippe Michotte qui demande s'il y a quelque chose de particulier à savoir, à faire et cetera pour les limaces dans les jardins? Alors, cette année, les limaces, ça devrait être bon. On verra. Si la sécheresse se prolonge, ça devrait être bon. L'année passée, c'était assez catastrophique, effectivement. Donc on avait fait une fiche sur la gestion des limaces. Dans l'absolu, même avec l'interdiction des pesticides, les produits anti-limaces bio, donc les granulés à base de phosphate de fer, restent autorisés. Donc ça, ce sont des produits qui restent autorisés dans le cadre de notre arrêté faible risque. Et finalement, tant mieux, puisqu'on sait que c'est la majorité des produits vendus en jardinerie, c'est des granulés anti-limaces. Alors, c'est pas génial, hein, c'est pas la panacée. Il y a encore toute une série d'adjuvants à l'intérieur qui sont pas top top, mais c'est beaucoup moins dommageable que les produits classiques à base de métaldéhyde qui, eux, étaient carrément toxiques pour les chats, les hérissons, etc. Donc là, on a eu des mortalités de hérissons à cause de ces granulés-là. Les granulés bio, dans l'absolu, ça va. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a des questions. N'hésitez pas à les poser maintenant en oral, directement. Oui, je vois que monsieur De Keyser a levé la Ouais. main. Je sais pas si vous me voyez parce que j'ai visiblement un problème de caméra, mais je sais pas si on me voit ou pas. Moi, c'est blanc, mais On ne vous voit pas, mais on vous entend. bon, mais désolé, j'arrive pas à faire mieux que ça. Deux petites remarques. Une, vous avez parlé des frelons asiatiques. Je voulais savoir, j'ai vu les recommandations. On a justement eu une discussion avec le service de l'environnement ce matin sur ce sujet, donc j'étais heureux de pouvoir vous entendre. Est-ce que nous, on a des associations qui sont très actives sur notre territoire dans la lutte contre les frelons asiatiques. Et il y a une volonté de pouvoir disposer de matériel pour pouvoir injecter des produits et annihiler les nids. Quelle est votre analyse là-dessus et y a-t-il un besoin de soumettre un protocole préalable à Bruxelles Environnement ou bien est-ce que ces associations peuvent travailler pour autant qu'elles suivent les guidelines Oui. librement? Alors sur la neutralisation des nids, donc vraiment l'utilisation des produits biocides en lutte, il faut savoir que en théorie, il y a encore une réunion la semaine passée avec le SPF, ce sont des produits qui sont réservés aux professionnels. Et donc se pose la question de l'usage par des groupes bénévoles. Alors je sais que dans certains groupes bénévoles, il y a des professionnels, donc ils ont un numéro d'entreprise, ils sont formés, et ça évidemment, il n'y a pas de souci. Mais on a eu vent quand même de cas où c'était vraiment les bénévoles qui allaient avec la perche et les produits, et ça, c'est quand même pas idéal par rapport à la législation fédérale en tout cas. Et nous, on réfléchit à mettre en place un cadre de certification des opérateurs. Ça reste des produits, donc si on est sur les produits à base de permétrine, ça reste des produits neurotoxiques et dangereux. Si on est sur les produits à base de terre de diatomée, donc qui sont un peu l'équivalent plus écologique, on va dire, c'est moins grave. Évidemment, ce sont des produits moins toxiques, mais bon, ça reste à utiliser un peu avec précaution. Donc nous, on ne recommande pas l'utilisation de ces produits en dehors d'un cadre professionnel. C'est de toute façon interdit normalement au niveau fédéral, hein. Donc attention à ce niveau-là. Mais donc pas de nécessité de soumettre le protocole global. Ces associations ne doivent pas soumettre à Bruxelles Environnement
leur Il n'y a protocole pas d'intervention pour d'obligation aider. de soumission. Nous, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on a publié, enfin, on diffuse des guidelines en termes de piégeage pour l'instant, puisque c'est vraiment le nœud du problème maintenant, c'est le piégeage. Ouais, On fait ça aussi pour le pistage, parce qu'on sait que certains groupes veulent localiser les nids, et ouais. viendront des guidelines aussi en termes de neutralisation. La responsabilité juridique de la neutralisation incombe aux propriétaires du terrain. Donc c'est chaque propriétaire de terrain qui est chargé de faire neutraliser les nids sur son terrain. Donc en l'occurrence, les communes dans les parcs communaux, Bruxelles Environnement dans les parcs régionaux et les propriétaires privés sur leur site. Et Ok. là, a priori, la logique veut qu'on fasse appel aux entreprises, à des entreprises qui sont formées et qui sont reprises sur notre site internet. Et pas de neutraliser soi-même ou faire appel à des bénévoles. Je sais, parce que ça a été discuté notamment au Parlement, que les bénévoles sont demandeurs de continuer à neutraliser eux-mêmes parce qu'ils estiment que les entreprises ne neutralisent pas bien. C'est-à-dire que les entreprises essaieraient de filouter pour qu'il y ait toujours des frelons d'année en année, tandis que eux, les bénévoles, sont plus adroits, on va dire, et plus précautionneux. Voilà, ça se discute. Mais donc, on réfléchit à faire un cadre plus global. Donc, il y a quand même ce cadre d'ordonnance espèces exotiques envahissantes et d'arrêté d'exécution. Mais pour l'instant, on bricole en attendant d'avoir notre cadre juridique. Donc, voilà, on est un peu dans un entre-deux. Ok, très bien, merci. Et alors, tant que j'ai la parole, je me permets de poser une deuxième question concernant les nichoirs. Je regrette que, puisque je préside la commission de concertation ici à Woluwe et Saint-Pierre, je regrette qu'on impose des nichoirs. Bon, de nouveau, il n'y a pas de base juridique. Je comprends très bien la finalité, hein, mais Mhm. juridiquement imposer à quelqu'un qui vient pour une rénovation, même pas du toit, de rajouter des nichoirs alors que ça n'est pas l'objet de la demande, j'ai toujours un problème de base légale. Ça me semble compliqué. D'autant plus que quand on impose des nichoirs, on ne précise même pas lesquels et ça ne résulte pas d'une analyse de terrain pour voir quelles seraient les espèces menacées à tel ou tel endroit. Et donc, je Oui, pense que ça n'a un intérêt que si on peut lier ça à une carte des espèces menacées et qu'on vient avec un plan d'action. Mais pour tout à fait. l'instant, les remarques de Bruxelles Environnement, c'est mettre un nichoir, on ne dit pas lequel, pour faire quoi, etc. Et il n'y a pas de base juridique. D'accord, c'est bien noté. Sachez qu'on y travaille. Donc, il y a tout un groupe de réflexion sur le côté faune et bâti. Euh, alors, les avis qui sont émis par Bruxelles Environnement dans les commissions de concertation viennent de nombreuses personnes, et donc tout le monde n'a pas forcément la bonne pratique. Et effectivement, c'est toujours bien de demander des nichoirs, mais il faut demander le bon nichoir au bon endroit. On a déjà vu passer des demandes enfin des exigences de commissions de concertation d'intégrer des nichoirs à hirondelles là où il n'y a pas du tout d'hirondelles, et donc en fait ça sert strictement à rien, alors qu'un nichoir à moineaux aurait été beaucoup plus utile, par exemple. Donc là, je vous rejoins tout à fait. On doit améliorer la disponibilité des cartes et la condition type en fait qui est fixée, qui doit être beaucoup plus précise à ce niveau-là. Donc là, je vous rejoins à ce niveau et je relayerai auprès de mes collègues qui travaillent sur ce dossier. Merci. Oui, nous avons ensuite une question de Madame Moranville. Oui, bonjour. Moi, j'aurais voulu que si vous pouviez revenir peut-être un peu plus en détail sur les animaux qu'on trouve dans nos espaces verts, qu'ils soient blessés ou morts. Nous, c'est un vrai souci à la commune de Saint-Gilles parce qu'en général, les services se renvoient la balle entre le service des espaces verts, le service bien-être animal, la police aussi. Et je voyais que vous mettiez, on n'intervient pas si l'animal peut continuer à se mouvoir. Et pour le reste, vous appelez le SIAMU. Mais nous, on n'a jamais eu de consigne d'appeler le SIAMU. C'est vraiment le dernier qu'on appelle Mhm. quand on trouve ou des cadavres ou des canards blessés près des étangs. On a aussi des renards, on a des pigeons, voilà. Et puis on a souvent aussi des habitants qui nous contactent, qui ont trouvé un animal et qui ne savent pas très bien vers qui les diriger. On a le centre de soins pour la faune sauvage, la Anderlecht. Mais bon, il sature aussi en pigeons. Il recueille les renards avec la gale, mais là, vous dites tant qu'ils savent se mouvoir, il ne faut pas les prendre. Et donc voilà, je ne sais si vous pouviez peut-être vous étendre un peu plus sur ce qui est conseillé aux communes, ça Oui, m'intéresse. alors je pense qu'il y a beaucoup d'informations, parfois des informations contradictoires. Donc on a levé qu'il y avait un souci à régler en termes de transparence et de clarté de l'information. A priori, donc le SIAMU est habilité à intervenir dès qu'il y a un problème d'animal coincé, animal immobilisés. Donc ça, ils interviennent à la demande et surtout à la demande des riverains, hein, donc quand vous avez un renard coincé dans votre jardin. En termes d'animaux malades, là, les procédures vont varier. Je vous avoue que je ne les connais pas très bien. Je sais que
Les procédures sont disponibles sur notre site internet à l'égard des communes. C'est une responsabilité de la commune quand l'animal est mort sur un terrain communal, de faire appel aux bons services pour faire notamment les nécropsies, pour pouvoir évaluer s'il y a des risques de maladie, s'il y a la grippe aviaire, etc. Si l'animal est blessé, alors là, bonne question, qui intervient? A priori, soit la commune est en capacité de capturer l'animal pour l'envoyer au centre de revalidation, mais a priori, on a encore des informations contradictoires, mais le centre de revalidation, donc le centre de la LRPPO, lui-même n'est pas en capacité d'intervenir. Donc eux n'envoient plus personne pour récupérer les animaux malades. Donc effectivement, c'est un peu compliqué à ce niveau-là. C'est pas du tout mon dossier. Donc là, j'ai mis le petit point d'info parce que je sais qu'on a ce point renard galeux, très clairement. Mais pour les autres cas, on peut clarifier les informations et revenir vers vous. Et de toute façon, on doit le faire parce qu'on sait qu'il y a un foisonnement de choses là en ce moment. Ok, merci beaucoup. Voilà, désolé de ne pas avoir une réponse plus claire. Non, mais si vous revenez après, il n'y a pas de souci. Ça va. Voilà, est-ce que nous avons encore des questions? Ah oui, je vois une main levée. Oui, merci beaucoup. Oui, Oui, pardon. pas de Merci souci. pour la présentation et les questions précédentes, les réponses aux précédentes questions. J'ai encore une toute petite question par rapport aux dérogations pour les dératisations. Si une commune fait appel à une entreprise pour dératiser, à qui revient la charge de demander la dérogation? Est-ce à la commune de le faire ou à l'entreprise? C'est une excellente question et ça varie dans les cas. Il n'y a pas vraiment de pratique. Je sais que nous, par exemple, on demande, dans nos marchés de dératisation, on demande que le prestataire soit en ordre de toutes les formalités, notamment l'enregistrement auprès de l'autorité fédérale, hein, puisque l'utilisation de certains rodenticides nécessite un enregistrement. Et dans un second temps, c'est notre service qui demande la dérogation. Mais on la demande que quand on sait précisément qui on va avoir comme dératiseur et quels produits vont être utilisés. Évidemment, il faut savoir un peu pourquoi on demande la dérogation. Mais ce sont nos services qui demandent la dérogation. Je pense que pour Vivaqua, c'est Vivaqua qui le demande aussi. Et dans certains cas, on a déjà vu des demandes qui viennent de l'entreprise. Donc, il n'y a pas vraiment de bonne pratique. Ça reste pour l'instant entre guillemets un couac de l'ordonnance nature. L'ordonnance nature n'avait pas l'intention de soumettre la dératisation à dérogation. C'est juste un artefact qui est lié à un problème d'articulation d'articles. Normalement, ça va s'améliorer dans les prochaines années, j'ai envie de dire, j'aurais dit mois, mais vu la situation plutôt années, pour essayer de clarifier le cadre, parce qu'en théorie, chaque dératisation faite même par un propriétaire privé devrait faire l'objet d'une dérogation. Donc là, on est plutôt vigilant sur les dérogations en espace public et en espace extérieur, parce que là, il y a quand même un impact plus clair, plus certain vis-à-vis de la faune, mais ce n'est pas une protection des rats en tant que telle, hein, soyons clairs par rapport à ça. Donc le mieux, c'est d'avoir je m'égare un peu, mais le mieux est d'avoir une demande de la commune qui cadre précisément qui applique la dérogation, dans quel cadre, avec quel produit, et comme ça, on peut donner cette dérogation, sachant que c'est une dérogation qui est personnelle et incessible. Toutes les dérogations de l'ordonnance nature sont personnelles, donc il faut savoir précisément qui va devoir la mettre en œuvre. D'où la nécessité d'avoir la demande une fois que vous savez qui est votre prestataire. Merci. Ok, super, merci. Peut-être que nous avons le temps pour une toute dernière question. Si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas. Oui, allez-y. J'en profite vraiment si personne d'autre ne souhaite poser une question, mais est-ce qu'il y a une réflexion en cours sur la date de début de la période de nidification, où on voit que sur Natagora, on recommande de ne plus tailler, abattre à partir du 1er mars, je crois, en tout cas plus tôt que ce qui existe Ouais. aujourd'hui. Sujet sensible. Oui, il y a des réflexions. En tout cas, on sait qu'on doit y travailler pour le prochain plan. Ça fait l'objet de pas mal d'oppositions aussi du secteur et même des gestionnaires, hein, parce qu'évidemment, on réduit systématiquement la période pendant laquelle les travaux sont réalisables. Game a pris un arrêté pour étendre la période de nidification. Donc la période est la même partout, sauf à Game, où le collège a demandé de ne plus autoriser les abattages entre, je pense, le 1er mars et le 15 septembre. Donc ils ont étendu la période de nidification, étendu au printemps pour justement tenir compte de la nidification avancée des espèces, et étendu vers la fin d'été pour les questions d'îlots de chaleur, de canicule, etc.
Donc fondamentalement, sur le fond, les arguments sont audibles. Après se pose la question de la cohérence, d'avoir des régimes différenciés entre les communes et aussi du secteur. Alors, potentiellement, ce qui se discute serait d'avancer un tout petit peu la période de nidification, peut-être de couper la poire en deux, mais ça doit encore faire l'objet de discussions, de négociations avec les gestionnaires, avec les naturalistes, et puis de toute façon d'une décision du gouvernement. Mais sur le fond, effectivement, la nidification est beaucoup plus précoce qu'avant. Parfois même maintenant en février, on a des nidifications, hein. Si on a un été, si on a un hiver assez doux, ça peut commencer très tôt. Et donc, grande question ouverte et sujet pas facile. Merci beaucoup. Bon, ben, si plus personne d'autre n'a de questions, je vous propose de clôturer la session ici.